Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant. Lassitude. J'ai quitté Paris et même la France parce que la tour Eiffel finissait par m'ennuyer trop. Non seulement on la voyait de partout, mais on la trouvait partout, faite de toutes les matières connues, exposée à toutes les vitres, cauchemar inévitable et torturant. Ce n'est pas elle uniquement d'ailleurs qui m'a donné une irrésistible envie de vivre seul pendant quelque temps, mais tout ce qu'on a fait autour d'elle, dedans, dessus, aux environs. Comment tous les journaux vraiment ont-ils osé nous parler d'architecture nouvelle à propos de cette carcasse métallique? Car l'architecture, le plus incompris et le plus oublié des arts aujourd'hui, en est peut-être aussi le plus esthétique, le plus mystérieux et le plus nourri d'idées. Il a eu ce privilège à travers les siècles de symboliser, pour ainsi dire, chaque époque, de résumer, par un très petit nombre de monuments typiques, la manière de penser, de sentir et de rêver d'une race et d'une civilisation. Quelques temples et quelques églises, quelques palais, quelques châteaux contiennent à peu près toute l'histoire de l'art à travers le monde, expriment à nos yeux mieux que des livres, par l'harmonie des lignes et le charme de l'ornementation, toute la grâce et la grandeur d'une époque. Mais je me demande ce qu'on conclura de notre génération, si quelque prochaine émeute ne déboulonne pas cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope, et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. C'est un problème résolu, dit-on. Soit, mais il ne servait à rien, et je préfère alors à cette conception démodée de recommencer la naïve tentative de la tour de Babel, celle qu'eurent, dès le XIIe siècle, les architectes du campanile de Pise. L'idée de construire cette gentille tour à 8 étages de colonnes de marbre, penchée comme si elle allait toujours tomber, de prouver à la postérité stupéfaite que le centre de gravité n'est qu'un préjugé inutile d'ingénieur et que les monuments peuvent s'en passer, être charmante tout de même et faire venir après 7 siècles plus de visiteurs surpris que la tour Eiffel n'en attirera dans 7 mois, constitue certes un problème, puisque problème il y a, plus original que celui de cette géante chaudronnerie badigeonnée pour des yeux d'Indien. Je sais qu'une autre version veut que le campanile se soit penché tout seul. Qui le sait? Le joli monument garde son secret toujours discuté et impénétrable. Peu m'importe d'ailleurs la tour Eiffel. Elle ne fut que le phare d'une kermesse internationale, selon l'expression consacrée, dont le souvenir me hantera comme le cauchemar, comme la vision réalisée de l'horrible spectacle que peut donner à un homme dégoûté la foule humaine qui s'amuse. Je me garderai bien de critiquer cette colossale entreprise politique, l'exposition universelle, qui a montré au monde, juste au moment où il fallait le faire, la force, la vitalité, l'activité et la richesse inépuisable de ce pays surprenant, la France. On a donné un grand plaisir, un grand divertissement et un grand exemple au peuple et aux bourgeoisies. Ils se sont amusés de tout leur cœur. On a bien fait, et ils ont bien fait. J'ai seulement constaté, dès le premier jour, que je ne suis pas créé pour ces plaisirs-là. Après avoir visité avec une admiration profonde la galerie des machines et les fantastiques découvertes de la science, de la mécanique, de la physique et de la chimie moderne, après avoir constaté que la danse du ventre n'est amusante que dans les pays où on agite des ventres nus, et que les autres danses arabes n'ont de charme et de couleur que dans les ksours blancs d'Algérie, je me suis dit qu'en définitive, aller là de temps en temps serait une chose fatigante mais distrayante, dont on se reposerait ailleurs, chez soi ou chez des amis. Mais je n'avais point songé à ce qu'allait devenir Paris envahi par l'univers. Dès le jour, les rues sont pleines, les trottoirs roulent des foules comme des torrents grossis. Tout cela descend vers l'exposition, ou en revient, ou y retourne. Sur les chaussées, les voitures se tiennent comme les wagons d'un train sans fin. Pas une n'est libre, pas un cocher ne consent à vous conduire ailleurs qu'à l'exposition, ou à sa remise quand il va relayer. Pas de coupé au cercle. Il travaille maintenant pour le rastaquouère étranger, pas une table au restaurant, et pas un ami qui dîne chez lui ou qui consente à dîner chez vous. Quand on l'invite, il accepte à la condition qu'on banquettera sur la tour Eiffel. C'est plus gai. Et tous, comme par suite d'un mot d'ordre, il vous y convie ainsi tous les jours de la semaine, soit pour déjeuner, soit pour dîner. Dans cette chaleur, dans cette poussière, dans cette puanteur, dans cette foule de populaires en goguette et en transpiration, dans ces papiers gras traînant et voltigeant partout, dans cette odeur de charcuterie et de vin répandu sur les bancs, dans ces haleines de 300 000 bouches soufflant le relent de leur nourriture, dans le coudoiement, dans le frôlement,
dans l'emmêlement de toute cette chair échauffée, dans cette sueur confondue de tous les peuples semant leurs puces sur les sièges et par les chemins. Je trouvais bien légitime qu'on allât manger une fois ou deux, avec dégoût et curiosité, la cuisine de cantine des gargotiers aériens, mais je jugeais stupéfiant qu'on pût dîner tous les soirs dans cette crasse et dans cette cohue, comme le faisait la bonne société, la société délicate, la société d'élite, la société fine et maniérée qui, d'ordinaire, a des nausées devant le peuple qui peine et sent la fatigue humaine. Cela prouve d'ailleurs d'une façon définitive le triomphe complet de la démocratie. Il n'y a plus de caste, de race, d'épiderme aristocrate. Il n'y a plus chez nous que des gens riches et des gens pauvres. Aucun autre classement ne peut différencier les degrés de la société contemporaine. Une aristocratie d'un autre ordre s'établit qui vient de triompher à l'unanimité à cette exposition universelle, l'aristocratie de la science ou plutôt de l'industrie scientifique. Quant aux arts, ils disparaissent. Le sens même s'en efface dans l'élite de la nation, qui a regardé sans protester l'horripilante décoration du dôme central et de quelques bâtiments voisins. Le goût italien moderne nous gagne, et la contagion est telle que les coins réservés aux artistes, dans ce grand bazar populaire et bourgeois qu'on vient de fermer, y prenaient aussi des aspects de réclame et d'étalage forain. Je ne protesterai nullement d'ailleurs contre l'avènement et le règne des savants scientifiques, si la nature de leur œuvre et de leur découverte ne me contraignait de constater que ce sont, avant tout, des savants de commerce. Ce n'est pas leur faute peut-être, mais on dirait que le cours de l'esprit humain s'endigue entre deux murailles qu'on ne franchira plus, l'industrie et la vente. Au commencement des civilisations, l'âme de l'homme s'est précipitée vers l'art. On croirait qu'alors une divinité jalouse lui a dit « Je te défends de penser davantage à ces choses-là, mais songe uniquement à ta vie d'animal, et je te laisserai faire des masses de découvertes. » Voilà, en effet, qu'aujourd'hui l'émotion séductrice et puissante des siècles artistes semble éteinte, tandis que des esprits d'un tout autre ordre s'éveillent qui inventent des machines de toutes sortes, des appareils surprenants, des mécaniques aussi compliquées que les corps vivants, ou qui, combinant des substances, obtiennent des résultats stupéfiants et admirables. Tout cela pour servir aux besoins physiques de l'homme ou pour le tuer. Les conceptions idéales, ainsi que la science pure et désintéressée, celle de Galilée, de Newton, de Pascal, nous semblent interdites, tandis que notre imagination paraît de plus en plus excitable par l'envie de spéculer sur les découvertes utiles à l'existence. Or, le génie de celui-ci, d'un bond de sa pensée, est allé de la chute d'une pomme à la grande loi qui régit les mondes. Ne semble-t-il pas né d'un germe plus divin que l'esprit pénétrant de l'inventeur américain, du miraculeux fabricant de sonnettes, de porte-voix et d'appareils lumineux? N'est-ce point là le vice secret de l'âme moderne, la marque de son infériorité dans un triomphe? J'ai peut-être tort absolument. En tout cas, ces choses qui nous intéressent ne nous passionnent pas comme les anciennes formes de la pensée, nous autres esclaves irritables d'un rêve de beauté délicate qui hante et gâte notre vie. J'ai senti qu'il me serait agréable de revoir Florence, et je suis parti.